Dans cet épisode de Cruauté en face, nous allons explorer une affaire où la réalité a dépassé la fiction. Une femme ordinaire qui voit sa vie basculer du jour au lendemain, accusée d'actes terribles qu'elle jure ne pas avoir commis. Un enchaînement d'événements incompréhensibles, une descente aux enfers orchestrée dans l'ombre, et une vérité bien plus troublante qu'il n'y paraît. Avant de commencer, une deuxième vidéo est déjà en ligne sur ma chaîne secondaire Cruauté en Face Story. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder, à vous abonner et à commenter. J'y publierai 1 à 2 vidéos par semaine, alors ne manquez rien. Nous croyons que la justice suit toujours le bon chemin, que l'innocence triomphe toujours. Mais parfois, il suffit d'une manipulation bien orchestrée pour que tout s'effondre. Restez bien jusqu'à la fin, car cette affaire va vous montrer à quel point une vie peut être détruite en un instant. Je suis Genéza, et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une histoire où la vérité a été ensevelie sous un mensonge impensable. Préparez-vous, car personne n'est à l'abri d'une terrible machination. Alors que l'année 2015 tirait sa révérence, Angela, 30 ans, débordait d'espoir pour l'avenir. Elle venait d'organiser un rendez-vous qui s'annonçait prometteur. Yann Diaz, 38 ans, rencontré sur un site de dating, lui avait immédiatement tapé dans l'œil. Entre eux, l'étincelle avait été instantanée, le genre de match qu'on espère mais qu'on n'obtient jamais. Ils avaient rapidement accroché, partageant les mêmes intérêts, les mêmes délires. Le 2 janvier suivant, alors que l'année 2016 venait tout juste de commencer, ils s'étaient rencontrés en personne pour la première fois. Et là, coup de foudre, le genre qui fait oublier le monde autour. Il n'avait pas fallu longtemps avant qu'ils tombent éperdument amoureux. Trop vite ? Peut-être, mais quand on est dans l'euphorie, qui s'arrête pour analyser ? Rapidement, ils avaient emménagé ensemble, s'étaient fiancés, puis mariés. Puis, cerise sur le gâteau, Angela était tombée enceinte, de jumeaux, jackpot. À cette époque, Yann travaillait comme maréchal fédéral dans une unité spécialisée, tandis qu'Angela occupait un poste dans un cabinet d'avocats. Leur vie semblait parfaite, le rêve américain, en somme. Mais ce rêve s'était brutalement fissuré le 24 juin 2016. Ce soir-là, comme d'habitude, Angela rentrait chez elle en voiture. Rien d'inhabituel, jusqu'au moment où elle s'était garée dans son garage et était sortie de son véhicule. C'est là qu'elle l'avait vu, un homme, un inconnu, et il fonçait droit sur elle. Tout s'était passé en une fraction de seconde. Il l'avait plaquée au sol. Angela avait crié, hurlé à l'aide. Elle avait réussi à appeler la police, son cœur battant à tout rompre. Par miracle, elle s'en était sortie avec quelques ecchymoses, des égratignures et un chemisier déchiré, mais surtout avec une peur qui allait lui coller à la peau, et ce n'était pas juste un hasard. Elle savait que quelqu'un lui voulait du mal. Elle ne connaissait pas son agresseur, mais depuis quelques semaines, une présence invisible la harcelait. Des messages inquiétants, des annonces en ligne bizarres. Quelqu'un jouait avec sa vie. Tout avait commencé le 29 mai. Ce jour-là, elle avait reçu un email. Quelques mots, mais une menace claire. « J'espère que tu as peur de demain. Je suis sa princesse. Tu n'es rien. Fais attention à toi. » Le cauchemar ne faisait que commencer. À partir de ce moment-là, les messages avaient commencé à pleuvoir. Régulièrement, inlassablement. Beaucoup étaient truffés de références religieuses, mais tous avaient un point commun glaçant. L'expéditeur prétendait surveiller Angela. Le 2 juin, un email particulièrement terrifiant était arrivé. « Je sais que tu viens de quitter le travail. Je t'ai vu. Amusons-nous un peu. » Comme si ce n'était pas suffisant, certains messages étaient accompagnés de pièces jointes atroces, des corps démembrés, des femmes assassinées et même des fœtus avortés. Un festival de l'horreur livré directement dans sa boîte mail.
Le harcèlement avait pris une tournure encore plus étrange lorsqu'Angela avait reçu un message sur LinkedIn d'un certain Jason R. Le texte, en majuscule, laissait peu de place au doute. « Michel est son véritable et unique amour. Tu ne représentes rien pour lui. » Un nom avait immédiatement sauté aux yeux d'Angela. Michel Hadley. Et Yann, son mari, avait reconnu ce nom aussi vite qu'elle. Michel Hadley, son ex-petite amie, celle avec qui il avait vécu une relation chaotique, toxique, jalonnée de disputes et de conflits. Leur rupture n'avait rien eu d'amical. Et pire encore, ils étaient toujours liés par une propriété qu'ils avaient achetée ensemble, une bombe à retardement. C'est justement à cette période que Michel avait commencé à bombarder Yann d'emails inquiétants. Certains ressemblaient étrangement à ceux qu'Angela recevait. Elle lui avait écrit « Vos péchés sont nombreux. J'invoquerai toutes les forces de la loi et de la parole de Dieu contre vous, afin que vous puissiez être jugés. » Yann, incrédule, s'était demandé ce que la Bible et le jugement dernier avaient à voir avec leurs différents immobiliers. Il lui avait répondu, mais Michel avait poursuivi, implacable. « Votre fin est proche. » Là, ça devenait sérieux. Inquiet, Yann avait transmis les emails à la police et à ses collègues du bureau du shérif. Puis, il avait demandé une ordonnance de protection contre Michel, insistant sur son instabilité émotionnelle, ses accès de colère et son abus d'alcool. Il avait peur pour sa sécurité. Pourtant, sa demande avait été rejetée. Lorsqu'Angela et lui avaient commencé à comprendre que Michel pourrait être derrière ces menaces, ils l'avaient immédiatement signalé à la police. Cette fois, c'était Angela qui avait demandé une ordonnance de protection. Elle avait expliqué qu'elle ne répondait jamais aux messages, qu'elle bloquait systématiquement les adresses suspectes, mais que son harceleur trouvait toujours un moyen de revenir. Le 1er juin 2016, Michel avait reçu un email officiel l'informant qu'une ordonnance de protection venait d'être émise contre elle en lien avec Angela Diaz. Quelques jours plus tard, les autorités s'étaient déplacées chez elle pour lui remettre l'ordre en main propre. Pendant un bref instant, Angela et Yann avaient cru pouvoir souffler. Erreur. À peine une semaine plus tard, un homme avait frappé à leur porte, sûr de lui, affirmant qu'il venait réaliser les fantasmes d'Angela. Perplexe, il l'avait interrogé et ce qu'il avait révélé les avait glacés. Selon lui, Angela avait répondu à une annonce sur Craigslist, cherchant des hommes prêts à jouer un rôle très particulier. Une agression sexuelle mise en scène. L'annonce insistait sur le fait que, même si elle semblait refuser, il fallait ignorer ses protestations. Yann et Angela, sous le choc, lui avaient expliqué qu'il devait y avoir une erreur monumentale. L'homme, embarrassé, était reparti. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. Plus tard dans la soirée, dans le garage, Angela n'avait pas eu cette chance. Un autre homme était apparu, mais cette fois, il n'avait pas posé de questions. Il était passé directement à l'acte. Il n'avait pas fallu longtemps pour comprendre ce qui se passait. Une nouvelle annonce avait été publiée, utilisant le nom et l'image d'Angela avec son adresse. Plusieurs hommes étaient venus répondre à cet appel abominable. L'horreur était totale. Yann, dévasté et furieux, voyait rouge. Il en avait assez. Pour lui, la coupable était toute désignée, Michel. Elle aurait dû être menottée et enfermée dans une pièce sans poignée depuis longtemps. Cette fois, la police avait réagi rapidement. Il s'était rendu chez Michel et l'avait arrêtée. Elle avait dû remettre son téléphone, son ordinateur portable et son iPad pour enquête. Michel, pourtant, clamait son innocence. Lorsqu'elle avait appris l'existence de l'ordonnance de protection, elle s'était dite choquée. Elle assurait n'avoir jamais contacté Angela, ni envoyé le moindre message menaçant. Pire,
Elle affirmait être victime d'une usurpation. Selon elle, quelqu'un cherchait à lui faire porter le chapeau. Elle avait même reçu des messages étranges, elle aussi. Mais la police n'en croyait pas un mot. Malgré son arrestation, une fois libérée sous caution, les menaces avaient recommencé. Et, comble de l'horreur, un autre homme s'était présenté chez Angela, bien décidé à abuser d'elle. Cette fois, elle avait eu le réflexe d'alerter la police à temps. L'homme n'était qu'un adolescent de 17 ans, persuadé de répondre à une annonce authentique. Heureusement, il avait été arrêté avant de commettre l'irréparable. Cet incident avait été la goutte de trop. Le 14 juillet, Michel avait été arrêté une seconde fois. Cette fois-ci, la justice n'avait plus de doute. Sa caution avait été fixée à $1 million. Le tribunal la considérait désormais comme une menace pour la société, surtout en raison de la vulnérabilité d'Angela, toujours enceinte. La famille de Michel, convaincue de son innocence, était désespérée. Il n'avait qu'un choix, trouver un bon avocat ou réunir une somme d'argent colossale. Michel avait choisi de rester en détention. Pas qu'elle en avait vraiment envie, mais les accusations pesant contre elle étaient bien trop graves. Une tentative d'agression, rien que ça. Résultat, placement en unité de haute sécurité sous surveillance spéciale. Officiellement, elle n'avait pas attaqué Angela elle-même, mais les autorités étaient convaincues qu'elle était derrière toute cette folie. Et puis, quand les médias s'étaient emparés de l'affaire, l'image de Michel avait été détruite en quelques jours. Il l'avait transformée en ex jalouse et dérangée, prête à détruire la vie de la nouvelle compagne de son ex. Le fameux triangle amoureux, un grand classique. Michel, elle, n'en revenait toujours pas. Sa vie avait basculé en un claquement de doigts. Un instant, elle passait une bonne soirée après un rendez-vous, et l'instant d'après, elle tombait sur des policiers devant la maison de ses parents. Son téléphone, son ordinateur, sa liberté, tout lui avait été retiré. Menottée, toujours vêtue de la robe qu'elle avait choisie pour son rendez-vous, elle était partie sans comprendre. Mais ce qui lui semblait être un malentendu ridicule s'était vite transformé en véritable cauchemar. Les semaines passaient et elle restait enfermée, traitée comme une paria. En prison, elle était la cible de remarques humiliantes. Certains la traitaient d'indique ou de balance et elle était systématiquement désignée pour les tâches les plus dégoûtantes. Avant tout ça, elle avait une vie tranquille. Elle venait d'une famille traditionnelle, avait grandi en Californie où ses parents tenaient une petite entreprise. Pas du tout le profil d'une femme avide de vengeance. Elle était plutôt du genre discrète, introvertie, passionnée par l'histoire médiévale. Les soirées, les projecteurs, ce n'était pas son truc. À 22 ans, elle s'était mariée avec son amour de lycée. 4 ans plus tard, c'était fini. Puis, elle avait rencontré Ian Diaz, de 6 ans son aîné. Très vite, son quotidien avait commencé à tourner autour de son travail et de cette nouvelle relation. L'histoire avait d'ailleurs commencé de manière plutôt classique. À l'automne 2012, Michel et Ian avaient échangé quelques messages sur un site de rencontre avant de se retrouver autour d'un café. Le feeling était passé tout de suite. Même ses amis l'adoraient. Ian lui-même disait qu'elle était la meilleure chose qui lui soit arrivée. En 2014, lors d'un voyage à New York, il l'avait demandée en mariage. Une grande étape. La date des noces avait été fixée à février 2016. Entre-temps, ils avaient adopté un chien, trouvé un appartement à Anaheim qu'ils avaient acheté ensemble. Michel avait investi $14 000 et ils avaient souscrit un prêt pour couvrir le reste. Bref, tout était censé être parfait, jusqu'à ce que tout parte en vrille. En surface, leur relation ressemblait à un conte de fées moderne. Un couple heureux,
un bel appartement, un avenir tout tracé. Mais derrière les portes closes, c'était une toute autre histoire. Yann était un homme de contrôle et Michel, bien qu'intelligente et indépendante, s'était retrouvée enfermée dans une toile qu'elle n'avait pas vue venir. Au début, elle travaillait dans le département marketing d'une grande compagnie d'assurance, mais Yann avait commencé à la convaincre que ce travail était trop stressant. Il lui avait proposé une alternative, parfaite, un poste de chef de projet à Disneyland, leur parc d'attractions préféré. Il lui avait assuré qu'elle serait plus épanouie là-bas, qu'il avait des connexions et qu'elle serait mieux entourée. Un joli mensonge enveloppé de bienveillance. Michel avait fini par accepter, même si cela signifiait un salaire moindre. Mais rapidement, elle avait compris que ce changement n'avait rien à voir avec son bonheur. Yann voulait simplement mieux la surveiller. Le contrôle ne s'était pas arrêté là. Petit à petit, il avait imposé ses règles. Il voulait qu'elle porte des vêtements plus moulants, qu'elle se fasse percer le nombril, qu'elle allonge ses ongles, comme si elle devait se conformer à une image qu'il avait en tête. Pire encore, il lui avait acheté un nouveau téléphone, un ordinateur portable et une tablette, mais pas par générosité. Michel était persuadé qu'il les utilisait pour l'espionner. À chaque sortie, son téléphone sonnait immédiatement. Yann voulait savoir où elle était, avec qui et pourquoi. Il allait même jusqu'à la réveiller en pleine nuit, exigeant qu'il regarde un film ou qu'il discute. Elle n'en pouvait plus. Il contrôlait sa consommation d'alcool, s'énervait à la moindre résistance et lorsqu'elle avait voulu poursuivre un MBA, il avait insisté pour assister à ses cours avec elle. Quand elle avait refusé, il avait tout fait pour l'empêcher de partir, provoquant des disputes interminables. Puis, il y avait ses demandes malsaines. Il fantasmait sur le fait de la voir avec un autre homme et insistait pour qu'elle accepte. Michel avait refusé catégoriquement. Elle lui avait clairement dit que si ce comportement ne cessait pas, leur relation était terminée. Yann, lui, trouvait qu'elle exagérait. Il l'inondait de messages obscènes, de photos inappropriées, et lui envoyait des liens vers des vidéos pour adultes alors qu'elle était au travail. Mais le pire moment était arrivé lors de la Saint-Valentin 2014. Ce jour-là, elle était malade, sous traitement, et Yann avait recommencé à exiger qu'elle lui fasse plaisir. Épuisée par ses insistances, elle avait fini par céder. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Yann avait déjà tout prévu. Il avait immédiatement posté une annonce sur Craigslist et peu après, un inconnu avait débarqué chez eux. Il avait préparé 3 verres d'alcool pour Michel, malgré son traitement, installé une caméra, puis s'était caché dans la salle de bain pour regarder. Le lendemain, Michel s'était réveillée avec un poids insoutenable sur la poitrine. Elle s'était sentie violée, manipulée, exploitée. Elle avait exigé que Yann supprime la vidéo. Lui, en revanche, ne voyait pas le problème. Personne ne l'avait forcé, disait-il. Ce n'était pas son problème, si elle regrettait. Après cet événement, leur relation s'était effondrée. Un jour, après une dispute, il avait brutalement arrêté la voiture en pleine route et lui avait ordonné de sortir, sous prétexte qu'elle ne lui avait pas montré assez de respect. C'était la fin. Le couple avait même tenté une thérapie, un dernier espoir, un échec cuisant. Lors de la première séance, Michel avait osé aborder la nuit de la Saint-Valentin, ce moment où Yann l'avait forcé à coucher avec un autre homme. La réaction de Yann avait été immédiate. Il avait explosé de rage, démarrant la voiture et conduisant comme un fou furieux dans toute la ville, pendant des heures. Michel, terrifié, suppliait qu'il la laisse descendre. Rien à faire. Il la menaçait de les tuer tous les deux. Et ce n'était pas du bluff. Il possédait plusieurs armes à feu et en parlait souvent. C'était devenu insoutenable. En août 2015, Michel avait pris une décision radicale. Elle s'était enfuie.
Yann, furieux, avait détruit tout ce qu'elle avait laissé derrière elle. Puis, il avait annulé son assurance auto et laissé entendre que ses amis pourraient lui rendre visite, que ce soit chez elle, à son travail ou à l'université. L'intimidation ultime. Effrayée, elle avait quitté son emploi et peu après, elle avait été diagnostiquée avec un trouble de stress post-traumatique. Malgré tout, elle avait tenté de reconstruire sa vie. Un nouveau travail, un nouveau départ. Yann, quant à lui, avait été banni de son campus, mais il devait encore gérer l'hypothèque de leur appartement. Et ça compliquait tout. Michel, rongé par l'angoisse et la tristesse, avait commencé à sombrer. L'alcool était devenu un refuge et son état mental s'était détérioré. Elle avait commencé à envoyer à Yann des messages étranges parlant de péché et de châtiment divin. Elle était à bout, elle avait abandonné ses études, quitté un autre emploi et était retournée vivre chez ses parents. Plus rien ne comptait tant qu'elle s'éloignait de lui. Finalement, le 25 novembre 2015, un accord avait été trouvé. Yann devait payer 3 000 $ à Michel et transférer l'hypothèque à son nom avant le 5 juin 2016. En échange, elle abandonnait tous ses droits sur l'appartement. Si Yann ne respectait pas l'accord, le bien serait vendu et l'argent partagé en deux. Un dossier important, mais que les policiers enquêtant sur le harcèlement ignoraient totalement. Personne n'avait pris la peine de creuser. Pendant ce temps, Michel était toujours en détention, plus de 2 mois et demi à attendre, sans aucun avancement notable. Les seules personnes à avoir examiné les emails menaçants étaient ses parents et ils avaient découvert plusieurs incohérences. Certains messages avaient été envoyés alors que Michel était soit en cours, soit hospitalisé. Quelque chose clochait sérieusement. Et puis, le véritable coup de théâtre était arrivé. Yann Diaz lui-même s'était présenté au poste de police. Lui, il avait déclaré qu'il soupçonnait son ex d'être innocente, que tout ce chaos venait d'Angela. Il avait découvert qu'un des emails prétendument envoyés par un stalker provenait d'un compte qu'il avait lui-même créé, mais il ne l'avait jamais utilisé. Conclusion, quelqu'un d'autre l'avait fait, et cette personne, c'était sa femme, Angela. Et ce n'était que le début des révélations. Angela n'avait jamais été enceinte. Les échographies de jumeaux, achetées sur Etsy, son diplôme d'avocate, faux. Et ce n'était pas la première fois qu'elle manipulait quelqu'un. Avant lui, elle avait fait croire à son ex, Jason, qu'elle avait un cancer du col de l'utérus, le convainquant de l'héberger et de prendre soin d'elle, pour une chimiothérapie qui n'a jamais eu lieu. Jason vivait avec son fils, un enfant nécessitant des soins particuliers. L'arrivée d'Angela avait bouleversé leur équilibre. Ils croyaient sincèrement qu'elle luttait courageusement contre un cancer. Elle s'était rasé la tête, lui envoyait des photos de soi-disant visites à l'hôpital, affichait un optimisme à toute épreuve malgré sa prétendue maladie. Mais quelque chose clochait. Peu à peu, les amis du couple avaient commencé à avoir des doutes. Angela buvait du vin, mangeait sans problème, ne montrait aucun signe de fatigue ou de faiblesse. Puis, elle avait commencé à retourner la situation, suggérant que Jason n'était pas aussi bienveillant qu'il le prétendait. Il serait toxique, agressif. Le schéma se répétait. Jason, à son tour, avait fini par douter. Un jour, il avait demandé à un ami d'observer Angela alors qu'elle était censée être à un rendez-vous médical. Elle n'avait même pas quitté la maison. Alarmé, il avait googlé l'une des photos qu'elle lui avait envoyées et découvert qu'elle venait tout droit d'Internet. Il l'avait confrontée, mais elle avait continué à mentir, jusqu'à ce qu'il lui demande de montrer son cathéter, un dispositif indispensable aux patients sous chimiothérapie. Là, elle avait refusé. Tout s'était écroulé, il l'avait quittée et son passé trouble avait refait surface d'un coup. La police avait reçu un déluge d'informations, dépeignant Angela comme une manipulatrice redoutable.
un mandat de perquisition avait été émis. En fouillant son téléphone et son ordinateur, les enquêteurs avaient fait une découverte explosive. Angela avait elle-même envoyé la majorité des emails menaçants. Elle utilisait un VPN pour masquer son adresse IP et avait soigneusement orchestré le piège contre Michel. Pire encore, elle avait documenté son plan. 2 fichiers avaient été retrouvés sur son ordinateur, l'obscurité intérieure, l'histoire d'Angela Diaz et, fille de Dieu, l'histoire d'Angela Diaz. Elle voulait vendre son histoire à la télévision, une tragédie inventée de toutes pièces, avec une innocente en prison à sa place. Finalement, elle avait été inculpée le 6 janvier 2017 pour enlèvement, faux témoignage, dépôt de fausses plaintes et falsification de preuves. Mais la véritable honte, c'était que les autorités avaient agi bien trop tard. Les policiers n'avaient même pas pris la peine de vérifier les images de surveillance au moment des accusations. Et quand ils l'avaient fait, le coup de théâtre, l'attaque du garage n'avait jamais eu lieu. Angela était seule chez elle, ce jour-là. Personne n'était entré. Elle s'était probablement griffée elle-même. Lorsqu'elle avait enfin avoué, elle avait négocié un accord. Verdict : 5 ans de prison. Une sentence ridicule, surtout quand on sait que Michel risquait la perpétuité pour des crimes qu'elle n'avait jamais commis. Angela n'a jamais exprimé le moindre remords. Aujourd'hui, elle est déjà libre. Elle a divorcé de Yann et Michel, après des mois d'enfer, n'a été officiellement blanchi qu'après la condamnation d'Angela. Le bureau du procureur n'était pas pressé de laver son honneur. Après tout, reconnaître leur incompétence aurait été un désastre pour leur image. Mais Michel n'avait plus rien à perdre. Elle leur avait donné un ultimatum. Soit ils rétablissaient eux-mêmes la vérité, soit elle démasquait publiquement leurs erreurs. Résultat, une conférence de presse soigneusement orchestrée, où le procureur l'avait présentée comme la victime d'une machination redoutable. Bien sûr, il avait pris soin de féliciter les enquêteurs pour leur soi-disant travail acharné, alors qu'ils avaient ignoré Michel dès le départ. Elle leur avait tout donné, ses appareils, ses identifiants, ses preuves. S'ils avaient seulement vérifié les adresses IP des emails, ils auraient vu qu'elle n'avait jamais rien envoyé. Pire encore, après son arrestation, ses comptes étaient sous scellés. Comment aurait-elle pu continuer à harceler Angela sans aucun accès ? Un fiasco total. Dès le début, Michel avait eu des soupçons sur Yann. Il avait des connexions dans la police et c'est pour cela qu'elle avait même contacté le FBI et le ministère de la Justice. Silence radio. La police locale ? Pire encore, ils avaient ignoré ses appels quotidiens où elle suppliait qu'on analyse l'origine des emails. Elle avait immédiatement signalé l'annonce Craigslist comme frauduleuse et demandé son retrait, mais personne n'avait bougé. Et même après la condamnation d'Angela, elle restait convaincue que Yann était impliqué. Comment Angela aurait-elle su imiter à la perfection le ton et les références religieuses des messages que Michel envoyait à Yann après leur rupture ? Et puis, une autre coïncidence troublante. Elle avait été arrêtée pile au moment où Yann devait finaliser le transfert de l'hypothèque. Sauf que, le 3 juin 2016, sa demande avait été rejetée. Il n'avait pas l'argent pour assumer l'appartement seul. Tout tombait en place. Les enquêteurs avaient enfin commencé à creuser. Yann Diaz prétendait n'avoir rien su des actions de sa femme. Il avait même demandé l'anonymat et lors de la conférence de presse, il avait été présenté sous le nom de John Doe. Mais la police avait retracé les adresses IP et le coup de grâce était tombé. La majorité des emails menaçants provenaient directement de la maison des Diaz. Il avait utilisé son téléphone professionnel, son ordinateur du travail et ses appareils personnels pour publier des annonces Craigslist et envoyer les menaces.
Et ce n'était pas tout. Il s'était servi de son statut de shérif pour influencer l'enquête, se pointant régulièrement au poste en uniforme, exigeant des mises à jour. Lorsqu'il avait compris que tout allait s'effondrer, il avait tenté de couvrir ses traces. Changement de numéro, suppression de ses comptes, puis dénonciation de sa propre femme. Trop tard. Il avait joué, il avait perdu. En 2013, Ian avait été condamné à 10 ans et 1 mois de prison pour cyberharcèlement, conspiration, parjure et obstruction à la justice. En 2018, Michelle avait intenté un procès fédéral contre Ian, Angela, la ville d'Anaheim et son service de police pour fausse détention et violation de ses droits civils. L'affaire avait été réglée en avril 2021, dans la plus grande confidentialité. Michelle avait passé 88 jours en prison, 3 mois d'enfer, mais avec le temps, elle s'était relevée. Elle avait terminé son MBA, décroché un poste dans le marketing d'une marque de cosmétiques réputée et même lancé sa propre entreprise. Elle ne vit plus en Californie. Elle a refait sa vie à New York, près de sa sœur. Récemment, elle a donné naissance à son premier enfant, une petite fille. Un chapitre terrifiant s'était refermé. Et comme elle l'a elle-même résumé, ça a été un cauchemar absolu, mais je suis encore là. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.